Mes chers collègues, s'il vous plaît. Maintenant que la rapporteure générale est arrivée. Voilà. S'il vous plaît. Monsieur Savary, s'il vous plaît. Voilà. Il est 9h03, on va commencer parce qu'on a un petit programme ce matin. Donc, mes chers collègues, nous recevons ce matin la Cour des comptes, représentée par Madame Véronique Amaillon, présidente de la 6e Chambre, Messieurs Nicolas Fourier, conseiller maître, Jean-Luc Fulachier, conseiller maître, et Thibault Perrin, conseiller référendaire, afin qu'ils nous présentent le rapport de la Cour sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Le RALFSS. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat qui sera ensuite disponible en vidéo à la demande. L'audition de ce matin est traditionnelle puisque nous entendons chaque année la Cour des comptes afin qu'elle nous présente le RALFSS. Oh là là là. Elle revêt toutefois un caractère particulier, notamment en termes de calendrier, puisque c'est la première fois que s'appliquent les nouvelles dispositions organiques, au terme desquelles, chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, conjoint au dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Vous pourrez d'ailleurs nous préciser, le cas échéant, les conséquences que ce nouveau calendrier a pu avoir sur vos travaux. C'est donc afin d'aider la Commission à former son jugement sur le projet de loi d'approbation des comptes que nous vous entendons, jugement qui désormais fera l'objet d'un vote, et la semaine prochaine en commission et le 3 juillet en séance publique. À cet égard, même si cela dépasse le cadre de votre rapport, nous ne pouvons qu'être interpellés par le refus de certification des comptes d'une branche de la sécurité sociale par la Cour cette année encore. Madame la Présidente, je vais sans plus attendre vous laisser nous présenter le RALFSS, la rapporteure générale, les rapporteurs de branche et les commissaires qui le souhaiteront pour ensuite vous interroger. Madame la Présidente, c'est à vous. Alors, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs de branche, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, je vous remercie de votre invitation à vous présenter donc le rapport sur la certification des comptes de la sécurité sociale et le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Je viens vous les présenter donc avec Jean-Luc Fulachier, qui est le président de la première section de la 6e Chambre, Nicolas Fourier, qui est notre rapporteur général, et Thibault Perrin, le rapporteur général adjoint. Ce rapport est établi, comme chaque année, dans le cadre de la mission constitutionnelle de la Cour des comptes au Parlement. Mais c'est une grande première. Ce rapport accompagne désormais le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, équivalent de la loi de règlement pour l'État, qui a été présenté pour la première fois cette année et discuté au Parlement durant juin. Et il n'accompagne donc plus le projet de loi de financement de la sécurité sociale au mois de septembre, comme c'était le cas précédemment. C'est une avancée importante de gouvernance des finances sociales que la Cour a souhaitée, et nous nous réjouissons que le Parlement ait à connaître spécifiquement de l'exécution des recettes et des dépenses comme moment d'évaluation et de bilan des politiques publiques conduites par la sécurité sociale. Ce rapport reste un exercice annuel traditionnel pour la Cour. Il intervient toutefois dans un contexte un peu particulier à plus d'un titre, avec d'une part la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé sur la fin de l'urgence sanitaire pour la pandémie de Covid-19, d'autre part avec l'affaiblissement sensible de la croissance en raison du choc d'inflation et des conséquences de l'invasion russe en Ukraine, avec plus généralement une très grande incertitude sur l'évolution des paramètres macroéconomiques. La première partie du RALS analyse les comptes 2022 de la sécurité sociale et leurs perspectives pour les années à venir. Ceux-ci resteront durablement dégradés, malgré une amélioration temporaire en 2023. Un effort de redressement durable des finances de la sécurité sociale nous apparaît donc nécessaire. Sans lui, nous n'aurions aucune marge de manœuvre pour investir dans l'avenir.
nous devrons également faire face aux coûts associés à l'augmentation rapide ces prochaines années du nombre de personnes âgées dépendantes dans des conditions leur permettant de vivre dignement. Et il est nécessaire, enfin, de ne pas transférer aux générations futures le financement de nos dépenses courantes. Cette responsabilité collective, ce contrat entre les générations nous oblige. Nous devons donc être très attentifs à la qualité de la dépense sociale, comme d'ailleurs à la qualité de toute dépense publique. Le RALS que je vous présente aujourd'hui trace des pistes pour améliorer l'utilité, la valeur ajoutée, l'efficacité des dépenses de sécurité sociale, bref, le service rendu à nos concitoyens. Il fournit plusieurs illustrations de ce qui pourrait être amélioré à travers un bilan des mesures ou des réformes portées par les récentes lois de financement de la sécurité sociale que vous avez votées. C'est la deuxième partie du rapport. Et nous nous intéressons également à des domaines ou des sujets qui n'ont pas, à notre sens, bénéficié d'une attention suffisante ces dernières années. Et c'est la troisième partie du rapport, la première étant donc consacrée à la situation financière de la sécurité sociale. Ces deux préoccupations financières et qualitatives sont ainsi, encore une fois, encore cette année, au cœur de notre rapport. Plutôt que d'en détailler successivement les différents chapitres, je voudrais en souligner les 5 principaux enjeux. Le premier enjeu a trait aux conditions de certification des comptes des caisses et des branches du régime général par la Cour des comptes. Le deuxième à la situation actuelle, la situation financière actuelle et future de la sécurité sociale. Le troisième enjeu est lié à notre réforme de notre système de santé. Le quatrième est lié à l'amélioration des services rendus aux usagers ou aux assurés sociaux. Et le cinquième concerne la lutte contre la fraude. Concernant tout d'abord les comptes de la sécurité sociale et leur certification, nous souhaitons attirer l'attention cette année sur 4 points. En premier lieu, la comparabilité des produits et du résultat entre 2022 et 2021 n'est pas assurée. Des produits de prélèvements sociaux sur les travailleurs indépendants qui auraient dû être comptabilisés en 2020 l'ont été en 2021. Lors de l'examen du projet de loi de financement pour 2023, le Parlement, contre l'avis du gouvernement, a pris en compte la correction demandée par la Cour et a, en conséquence, approuvé pour 2021 un montant de recettes de 5 milliards d'euros inférieur à celui ressortant des comptes approuvés par les branches du régime général. Les organismes nationaux du régime général et leurs tutelles ont toutefois refusé d'établir des comptes pro forma de l'exercice 2021 que la Cour avait demandé. Seule une information ponctuelle a été apportée dans l'annexe aux comptes. Il y a donc un écart de 5 milliards d'euros entre les comptes 2021 tels qu'approuvés par les caisses nationales de sécurité sociale et les tableaux d'équilibre tels qu'approuvés par le Parlement. En deuxième lieu, nous avons refusé de certifier les comptes 2022 de la branche famille en raison des insuffisances du contrôle interne de cette branche. En effet, les erreurs qui affectent les prestations 9 mois après leur mise en paiement représentent près d'un quart des montants versés au titre des primes d'activité, près d'un sixième des montants versés au titre du RSA et près d'un huitième des aides au logement. De surcroît, l'indicateur de risque financier résiduel à 24 mois indique que les rappels et les indus qui ne seront jamais corrigés se montent à 5,8 milliards d'euros. Ce montant a doublé en seulement 4 ans. La CNAF met en œuvre des contrôles insuffisants et ne s'est pas dotée d'une stratégie de redressement à court terme. C'est l'ensemble de ces éléments qui nous a poussé à refuser de certifier. Je précise que ce n'est pas la première fois que la Cour refuse de certifier une branche de la sécurité sociale depuis 2006, date depuis laquelle nous exerçons cette mission. En troisième lieu, la Cour réitère ses critiques sur l'absence de combinaison des comptes de la branche vieillesse avec ceux du Fonds de solidarité vieillesse et sur l'absence d'engagement hors bilan pour les retraites futures, comme le fait par exemple l'État pour les comptes de l'État. En quatrième lieu, la gestion de l'indemnité inflation exceptionnelle de 100 euros par foyer bénéficiaire par les organismes de sécurité sociale et qui a généré 1,7 million de doublons sur 38 millions de bénéficiaires. La récupération des indus est très incertaine ou quasi impossible, comme nous l'ont confirmé à la fois le ministère des Finances et l'ensemble des caisses de sécurité sociale et de leur tutelle, puisque la difficulté de récupération est presque consubstantielle à la manière dont a été créée
et a été mise en place cette indemnité inflation. L'ensemble des travaux de certification des comptes de la sécurité sociale ont contribué à alimenter la première partie du RAPS, qui en est la partie financière et que je vais vous présenter maintenant. Donc, le déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale s'établit en 2022 à 19,6 milliards d'euros, un niveau très élevé. Il devrait s'améliorer significativement en 2023 à 8,2 milliards d'euros sous l'effet à la fois du reflux de la crise sanitaire et de la vive progression de la masse salariale qui constitue, comme vous le savez, l'assiette principale des recettes de la sécurité sociale. Cette tendance favorable devrait toutefois s'interrompre dès 2024 et le déficit de la sécurité sociale recommencer à augmenter. En effet, si la réforme des retraites promulguée en avril 2023 dernier aura des effets favorables sur les soldes de la branche vieillesse, il est avéré qu'elle ne devrait pas permettre à elle seule de les rétablir à l'horizon 2030. Le régime général, et plus encore celui géré par la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les agents de la fonction publique locale et de la fonction publique hospitalière, resterait structurellement déficitaire. Dans ces conditions, la question du financement des déficits sociaux se posera dès l'exercice 2024. La COS ne sera pas en mesure de prendre en charge ces déficits et la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, ne pourrait le faire qu'au prix d'une nouvelle prolongation de sa durée au-delà de 2033 et dont la contrepartie, si elle était décidée, devrait être, nous semble-t-il, un programme de réforme. Le respect de la trajectoire prévue de dépenses suppose en outre que l'objectif assigné aux dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, soit respecté. Or, les dépenses d'assurance maladie progressent à vive allure depuis 2021, en raison des charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire et des mesures salariales décidées dans le cadre du Ségur de la santé, mais aussi, comme le montre le graphique que vous avez à l'écran, du fait d'une croissance forte de la dépense, notamment pour les indemnités journalières et pour les produits de santé. J'y reviendrai tout à l'heure. L'objectif 2023 et la prévision pour les années ultérieures marquent la volonté des pouvoirs publics de donner un coup d'arrêt à cette progression, avec une hypothèse de progression de l'ONDAM particulièrement volontariste, inférieure à la prévision d'inflation de 2023 et 2024. Toutefois, il ne suffit pas d'affirmer un objectif pour que celui-ci soit atteint, et nous recommandons que des mesures correctrices soient déclenchées en cas de dérapage, quelle qu'en soit la cause, et que des dispositifs de régulation soient mis en œuvre pour l'ensemble des secteurs qui n'en disposent pas encore, notamment pour les soins de ville et pour les indemnités journalières. Un point de fragilité particulier est celui de l'évolution des déficits de la dette de l'hôpital public, qui n'entre pas dans le champ de l'ONDAM. La loi organique du 14 mars 2022 a créé une nouvelle annexe aux lois de financement de la sécurité sociale qui doit permettre de s'assurer que les recettes des hôpitaux sont suffisantes pour leur permettre d'investir dans leur modernisation sans augmenter leur dette. Pour permettre ainsi un réel suivi de la situation financière des établissements de santé, nous recommandons d'accélérer le calendrier de versement des dotations de fin d'exercice aux hôpitaux publics. Actuellement, elles sont versées à la mi-mars de l'année suivante, et d'accélérer le calendrier d'établissement de leurs comptes, actuellement bouclés en juillet de l'année suivante. Il faut aussi homogénéiser les informations financières entre chaque catégorie d'établissements, hôpitaux publics et cliniques privées à but lucratif ou non. J'en viens maintenant au troisième enjeu central pour l'avenir de l'assurance maladie, celui de l'efficience de notre système de santé et notamment des soins de ville. Ce chantier doit être envisagé avec beaucoup de clarté, de détermination et surtout de constance dans le temps. Nous l'illustrons à travers 3 exemples portant sur les expérimentations engagées au titre de l'article 51 de la LFSS 2018, sur la situation des SAMU et des SMUR et enfin sur les actions dites de maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Tout d'abord, nous avons examiné le cadre dans lequel quelques 120 expérimentations ont été engagées depuis 2018 pour tester de nouveaux modes de tarification et d'organisation des soins. La Cour est pleinement consciente que réformer notre système de santé n'est pas chose simple. L'expérimentation est utile pour mieux adapter la réforme aux besoins, mais aussi pour démontrer par l'exemple, en permettant aux professionnels de santé de s'approprier de nouveaux modes de travail plus collaboratifs, plus coordonnés.
Mais nous constatons que jusqu'ici, rien n'a été fait pour préparer la généralisation de ces expérimentations. La Cour rappelle par conséquent que lorsque des doutes sont levés sur l'utilité de certaines évolutions, il est impératif de mettre en œuvre ces dispositifs dès que possible. La technique de l'expérimentation ne doit en effet pas devenir un moyen dilatoire pour repousser davantage l'engagement de réformes utiles à nos concitoyens qui permettent des soins plus efficaces, de meilleure qualité et plus économes de ressources de l'assurance maladie. Nous avons souhaité également examiner la situation de la régulation médicale autour des SAMU et des SMUR et du nouveau concept des services d'accès aux soins, les SAS, qui sont censés apporter une solution aux demandes de soins restées sans réponse de la médecine de ville. Nous constatons que depuis 2014, le nombre d'appels reçus par les SAMU a augmenté de 22%. Dans le même temps, du fait d'un rattrapage que nous estimons nécessaire, puis du fait de la création des SAS, le coût total des dispositifs concourant au fonctionnement de la régulation médicale a augmenté de 46% entre 2016 et 2022, augmentation qui pourrait même atteindre 62% en 2023. S'il est normal que les SAMU bénéficient d'un rattrapage de moyens, le succès des investissements dans les services d'accès aux soins dépendra de la capacité de la médecine libérale à se mobiliser et à s'organiser, afin que toute personne ayant besoin d'être examinée par un généraliste en ville puisse bénéficier d'une consultation dans les 48 heures. La Cour sera très attentive à ce que cet objectif fixé au SAS soit mesuré et atteint. Enfin, la Cour aura l'occasion, dans le cadre de l'exercice de revue des dépenses publiques, de revenir fin juin ou début juillet sur les enjeux d'efficience des soins de ville, qui représentent, comme vous le savez, le premier poste de dépenses d'assurance maladie, 45% de l'objectif national. En attendant, nous avons porté un regard critique sur les économies figurant chaque année en annexe au PLFSS au titre de ce qui est appelé communément la maîtrise médicalisée. Nous avons démontré le caractère artificiel des économies présentées et notre démonstration n'est pas contestée ni par l'administration ni par l'assurance maladie. En outre, force est de constater que les actions conduites jusqu'ici par l'assurance maladie pour rendre plus efficientes les dépenses de prescription des médecins de ville n'ont pas été efficaces. Si l'on en juge par la consommation de médicaments génériques, la France reste dans une situation peu favorable par rapport à ses voisins, notamment par rapport à l'Allemagne, puisque la consommation de génériques est 2 fois plus faible en France qu'en Allemagne. J'en arrive maintenant à notre 4e enjeu, celui de la qualité du service rendu aux usagers. Nous l'illustrons par 4 exemples qui montrent à des degrés divers l'importance des efforts à consentir pour justifier de l'usage pertinent des sommes considérables mises dans notre système de sécurité sociale. Tout d'abord, nous nous sommes intéressés à l'objectif de parité des pensions servies aux hommes et aux femmes. Prévu par le Code de la sécurité sociale, il est loin d'être atteint. Les femmes perçoivent en moyenne une pension de retraite inférieure de 28% à celle des hommes en 2020, mais l'écart de pension hors réversion est plus important encore, il est égal à 40%. Sans les dispositifs de solidarité, la pension moyenne de droit direct des femmes serait inférieure de 50% à celle des hommes. Ces écarts importants ne seront pas substantiellement modifiés par la réforme des retraites. 50 milliards sont environ dépensés chaque année à travers des mécanismes complexes des droits familiaux de retraite et des dispositifs de réversion. Nous sommes convaincus que la remise à plat de ces mécanismes permettrait de les rendre plus efficaces à un moindre coût pour la collectivité. Nous avons examiné également les règles et la gestion de l'indemnisation des congés maternité et paternité. Nous constatons les limites des politiques d'alignement des règles applicables aux non-salariés sur celles applicables aux assurés salariés. En effet, même avec des droits désormais quasi identiques, les indépendantes et les exploitantes agricoles prennent moins de jours de congé maternité que les salariés. Par ailleurs, nous constatons que la gestion des indemnités par les caisses de sécurité sociale est d'une qualité très insuffisante, avec des délais de versement anormalement longs, ce qui pénalise les assurés concernés. Le caractère perfectible de la gestion de la sécurité sociale apparaît aussi à travers les litiges opposant les assurés et les organismes de sécurité sociale. Chaque année, les assurés sociaux déposent près de 70 000 recours devant les tribunaux. Plus de 100 000 dossiers sont auparavant soumis aux instances précontentieuses des caisses de sécurité sociale.
Nous soulignons qu'une intervention accrue des médiateurs doit être favorisée pour éviter que les litiges ne se terminent devant les tribunaux. Des simplifications sont aussi à apporter pour éviter que les assurés soient contraints, dans certains cas, à saisir 2 juges différents pour les mêmes motifs, et on pense en particulier à la carte mobilité inclusion qui relève soit du tribunal administratif, soit du tribunal judiciaire, selon qu'elle est une carte mobilité inclusion stationnement ou pas. Sur ces enjeux d'efficacité et de qualité du service public, nous avons enfin souhaité donner un coup de projecteur sur le régime social des marins et les difficultés majeures qu'ils rencontrent depuis plusieurs années. Les conditions d'une gestion efficace de la sécurité sociale ne sont pas garanties. Une évolution en profondeur de ce régime est indispensable. Pour finir, j'en viens maintenant au 5e et dernier enjeu, celui de la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. C'est un sujet qui ne laisse personne indifférent et qui est au cœur du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques dévoilé début mai par le gouvernement. Au-delà des dommages financiers considérables qu'elle entraîne, la fraude aux prestations sociales constitue une atteinte au principe de solidarité et donc au pacte républicain qui fonde depuis 1945 la sécurité sociale. La lutte contre la fraude est donc à la fois un impératif d'efficacité économique, mais aussi de justice sociale. Nous avons une idée qui se précise du coût de la fraude aux prestations, probablement de l'ordre de 6 à 8 milliards d'euros. C'est beaucoup trop. Encore, cette fourchette ne tient-elle pas compte des erreurs fautives des assurés dont l'intention frauduleuse ne peut être prouvée? Oui, nous parlons bien de la fraude aux prestations et non pas de la fraude aux cotisations. L'administration et les caisses de sécurité sociale ont la volonté d'agir. Nous l'avons constaté et nous avons constaté des progrès. Mais trop peu de moyens sont consacrés au contrôle. La coopération entre administrations pour échanger les données ne progresse pas assez vite. Les fraudeurs ne sont pas sanctionnés de façon suffisamment ferme ni systématique. La lutte contre la fraude doit donc devenir une priorité de tout premier plan qui oblige responsables et gestionnaires de la sécurité sociale, mais aussi l'ensemble des assurés sociaux. Je vous remercie pour votre attention et me tiens avec les magistrats qui m'accompagnent à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Madame la Présidente, et je laisse tout de suite la parole à la rapporteure générale. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord vous exprimer ma gratitude, Madame la Présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui vous entourent aujourd'hui et ceux qui sont aussi avec vous au quotidien. En tout cas, moi, j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à regarder précisément votre rapport, parce qu'on y trouve vraiment une mine d'informations, et notamment... vous avez parlé de la retraite des marins, mais tout ce qui concerne la fraude aussi et qui abat quelques fausses idées que l'on peut se faire sur une fraude énorme et qui ne serait pas en tout cas poursuivie. Parce que, vous l'avez dit, il faut absolument être... comment dirais-je, dans la sanction, en tout cas rechercher la cause de la fraude, mais il faut aussi se rendre à l'évidence, il y a des légendes qui circulent. Et ça, il faut absolument aussi les combattre. Donc, merci pour l'ensemble de ce rapport. Mais mes questions sur d'abord la certification des comptes, vous l'avez dit, Madame la Présidente, vous avez refusé de certifier les comptes 2022 de la branche famille. Nous avons eu l'occasion hier, pour certains d'entre nous, d'écouter le directeur de la CNAF, qui a pu apporter des précisions, et notamment... des éléments sur sa réaction, et il ne semblait pas tellement étonné finalement de cette non-certification. Et donc, nous avons eu de son côté quelques explications. Des assurances obtenues depuis, comme le plan de lutte contre la fraude, annoncé par le ministre délégué chargé des comptes publics le 30 mai 2023, vous semble-t-elle susceptible justement de répondre à ce refus de certification des comptes de la branche famille? Dans le cas des comptes 2021, la Cour des comptes a refusé de certifier ceux de l'activité du recouvrement et vous avez démarré par cette question, notamment sur les 5 milliards d'euros qui a été imputé sur 2021 au lieu de 2020. Au Sénat, nous avions eu l'occasion, lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale, également de faire état de cette
peut-être pas dire insincérité, mais en tout cas une mauvaise affectation. Et nous avions souhaité que les tableaux d'équilibre soient corrigés. Il n'en a pas été le cas. Et vous indiquez dans votre rapport de certification des comptes 2022 que vous avez demandé aux caisses d'établir, dans le cadre des comptes 2022, des comptes pro forma de l'exercice 2021 prenant en compte cette correction. Ce que les caisses, en fait, vous ont refusé. On peut trouver surprenant que les caisses persistent à retenir des montants que la Cour et le Parlement, en son temps, avaient considérés erronés. Est-ce que vous avez plus d'explications à nous donner ? Les questions sur le rapport d'approbation de la loi de financement de sécurité sociale. La recommandation 2 du RALFS 2023 est de renforcer la traçabilité et revoir les modalités d'établissement, de validation, de formalisation et d'explication des retraitements opérés pour la production des tableaux d'équilibre afin de permettre à la Cour de communiquer au Parlement ses avis sur leur cohérence au moment du dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Pouvez-vous nous rappeler les principaux retraitements qui ont été opérés pour passer des comptes des différentes branches soumises à la certification de la Cour au tableau d'équilibre et puis désormais au PLACS, nous indiquer, s'agissant des retraitements, les principales informations dont vous disposez et celles qui vous manquent. La recommandation 3 du RALFS consiste notamment pour permettre à la Cour de produire ses avis sur les tableaux d'équilibre et le tableau patrimonial du PLACS dans de bonnes conditions, à avancer de 15 jours à la date de production des comptes et à réunir la Commission des comptes de la sécurité sociale la première quinzaine de mai. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où en sont vos échanges avec le gouvernement à ce sujet ? Enfin, le chapitre sur la lutte contre la fraude aux prestations ne semble pas comprendre de chiffrage global de celle-ci, même s'il est possible, en combinant le tableau, page 233, avec l'extrapolation faite dans le texte dans le cas de la CNAB, qui n'a chiffré d'ailleurs la fraude que dans 6 domaines, de parvenir à une fourchette entre 6 et 8 milliards d'euros. C'est ce que vous nous avez dit, c'est ce qui a aussi été rappelé hier dans nos auditions avec la CNAF. De fait, le premier président de la Cour des comptes a indiqué dans sa présentation du rapport à la presse que le coût de la fraude aux prestations était probablement. Donc ce terme est toujours un peu perturbant, on va dire. Cette estimation vous semble-t-elle pouvoir significativement évoluer avec, par exemple, la finalisation des estimations de la CNAM ou des estimations plus fines dans le cas des retraites? Je vous remercie. Je vous laisse répondre d'abord et ensuite il y aura les questions des rapporteurs de branche. Merci beaucoup. Madame la rapporteure générale, alors votre première question porte sur le refus de certification de la branche famille. Alors je précise que nous avons déjà refusé de certifier les comptes de la branche famille en 2011. Donc ça n'est pas une première, si j'ose dire, pour la branche famille. Et nous avions vu à l'époque les résultats assez rapidement de ce refus de certification, c'est-à-dire une remise en ordre de la gestion et des comptes de la branche famille, et notamment sur la précision des indicateurs de risque résiduel. La branche famille étant devenue, pendant un certain nombre d'années, le bon élève, j'allais dire, de la classe parmi les autres caisses de sécurité sociale. Et puis les choses se sont dégradées. Nous avions déjà alerté l'année dernière au moment de la certification des comptes sur le risque, sur les dérapages, enfin la dégradation de ce risque financier et de ces indicateurs de risque financier résiduel sans avoir été entendus. Et donc cette année, il y a 3 éléments qui nous ont conduits à ne pas certifier. D'une part, la dégradation des liquidations erronées pour un montant extrêmement important que j'ai rappelé tout à l'heure de 5,8 milliards d'erreurs non corrigées au bout de 24 mois et qui ne seront jamais récupérées. Donc on arrive à des niveaux quand même colossaux. La deuxième raison, c'est que la branche a maintenu le niveau de ses contrôles à un niveau inférieur à ce qu'il était en 2019. Et le troisième élément, c'est qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration de la qualité des liquidations à court terme. Donc la branche ne trace pas de perspective d'amélioration, ne nous a pas présenté un plan pour essayer de remédier à ces mauvais résultats. Et donc on ne sentait pas une prise de conscience de la part de la branche pour essayer de se remettre en ordre.
Donc la question des résultats, des risques est là, mais la question des contrôles et de l'absence de perspective d'amélioration des contrôles a pesé aussi dans la décision de la Cour de ne pas certifier. Je rappelle juste, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que les erreurs que nous constatons, les 5,8 milliards, portent à la fois sur des indus et des rappels. Les indus constituant 80% de ce montant, et les rappels, c'est-à-dire des prestations qui auraient dû être versées et qui n'ont pas été versées, représentent environ 20% de ce montant. Sur l'écart, oui, entre les tableaux d'équilibre et les comptes. Alors, je ne vais pas répondre à la place des caisses de sécurité sociale, et je serais bien en peine de vous dire les raisons pour lesquelles elles ont refusé de nous établir des comptes pro forma, que par ailleurs elles établissent pour d'autres raisons quand il y a nécessité d'en faire. Ce qui est certain, c'est que nous avons alerté tout de même les caisses sur d'abord cet écart qui rend les choses inexplicables, et le fait que cet écart a été entériné par le Parlement, et que le Parlement, selon nous, a le dernier mot. Bon, tel n'est pas l'avis des caisses, mais si vous les avez auditionnés, et si vous avez auditionné M. Amghar et Lacoste, peut-être que vous avez des informations de première main. Lacoste a tendance à considérer, et puis la DSS également, qu'il s'agit d'un problème de normes comptables. En réalité, le problème est plus large que celui-là. Et alors, nous attirons l'attention, et je me permets solennellement d'attirer votre attention, mais je pense que c'est inutile et vous êtes alertés là-dessus, que les choses ont changé, puisque dorénavant, il appartient au Parlement d'approuver, puisqu'il y a loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Donc, nous avons également attiré l'attention de l'administration et des caisses de sécurité sociale sur ce point fondamental qui change par rapport à la situation ex-ante, parce que pour nos 5 milliards, bon, maintenant c'est du passé, mais si le cas se reproduisait à l'avenir d'une différence entre les tableaux d'équilibre et les comptes de la sécurité sociale, la question, me semble-t-il, ne pourrait pas être traitée un petit peu par-dessus la jambe, excusez-moi de cette expression un peu triviale, comme elle l'a été par les caisses de sécurité sociale, dès lors que, aujourd'hui, il y a une loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Il revient donc bien au Parlement, in fine, d'approuver ces comptes. Donc il faudra être très vigilant à l'avenir sur ces questions-là, qui ne sont pas de simples, encore une fois, questions comptables. Sur les retraitements sur les retraitements des tableaux d'équilibre par rapport aux comptes. Alors d'abord, une question de périmètre. Ce n'est pas tout à fait le même périmètre, puisque la Cour certifie les comptes du régime général, alors que les tableaux d'équilibre portent sur l'ensemble des régimes de base de la sécurité sociale. Ensuite, pour la plupart des régimes de base, les niveaux de charges et produits sont retracés dans des tableaux centralisés de données comptables. Mais pour certains régimes, comme celui des fonctionnaires par exemple, on n'a pas ce plan comptable unique et ils n'établissent pas de tableau centralisé des données comptables. Donc il faut arriver à agréger des données qui ne sont pas présentées de la même manière. Et donc il y a tout ce travail fait par la DSS, pardon, qui vise à agréger dans un format comparable des données qui viennent de plusieurs sources selon des formats disparates. Ensuite, la DSS opère des contractions, notamment pour annuler le risque de double écriture quand il y a des transferts entre régimes. Donc il y a un retraitement qui est opéré par la DSS pour construire une lecture consolidée des comptes. Alors je ne sais pas si je vais tout détailler, mais voilà pour l'essentiel des retraitements qui sont effectués et qui sont nécessaires pour passer donc des comptes bruts, j'allais dire, au tableau d'équilibre. Ensuite, vous nous avez posé la question du calendrier. Oui, calendrier qui
qui a été considérablement resserrée avec le PLAX ou la LAX, et qui met la Cour des comptes dans la situation inconfortable d'avoir, de recevoir des comptes le 15 avril pour les certifier et écrire le premier chapitre du RALF sur la situation financière, mais surtout pour les certifier, on a un peu moins d'un mois pour voilà. Alors les travaux, je vous rassure quand même, parce que je vois l'inquiétude peut-être de certains d'entre vous, les travaux de certification commencent en réalité dès maintenant pour les comptes 2023 qui seront présentés en 2024. Donc les équipes ont déjà commencé à travailler avec l'ensemble des caisses pour mettre au point les plans de contrôle, pour savoir... Bon. Donc on suit ça tout au long de l'année. C'est toute une équipe de plus de 20 personnes qui consacre voilà, tout son temps. Mais au moment de la certification elle-même, au moment de l'arrêté des comptes, les comptes sont arrêtés le 15 mars. Mais nous les avons avec les annexes et l'ensemble des pièces annexes qui sont indispensables à la lecture et à la compréhension des comptes finaux que le 15 avril. Et donc il s'écoule un mois entre le 15 mars et le 15 avril. Et c'est ce délai que nous aimerions voir raccourcir de manière à nous permettre de travailler dans des conditions un peu plus sereines. La DSS, à qui nous sommes ouverts, bien sûr, de ces difficultés, de notre souhait de voir raccourcir le calendrier, ne le souhaite pas et donc souhaite rester sur les délais qui sont les délais actuels. On n'est pas à l'abri d'une difficulté l'année prochaine ou dans les années à venir si vraiment ce calendrier était maintenu. Sur la lutte contre la fraude, alors sur l'évaluation, nous avons effectivement, et nous le disons d'ailleurs dans le RALS, fondé notre évaluation sur une approche un peu sommaire consistant à étendre par une simple règle de 3 les résultats produit par la CNAM sur un périmètre correspondant à peu près à 29% de son portefeuille, sur lequel ils ont fait des sondages approfondis et avec une idée assez sûre, disons, du montant de fraude sur ces 29% du périmètre. Et donc pour la CNAM, nous avons étendu nous sommes partis du principe, mais encore une fois très grossier, que ce chiffre pouvait être étendu à l'ensemble des prestations avec une espèce de règle de 3 qui nous permet d'atteindre un montant qui, associé aux autres montants de fraude estimés, alors notamment par les équipes de certification avec les indicateurs de risque financier résiduel pour les autres branches, nous permettent d'arriver à ce chiffre de 6 à 8 milliards d'euros. Une fois que la CNAM, qui représente presque la moitié quand même de ces 6 à 8 milliards d'euros, enfin la fraude aux prestations d'assurance maladie, aura fait en détail ce travail d'évaluation précise de la fraude sur l'ensemble du périmètre de ces prestations, alors nous aurons une idée plus précise des montants fraudés. Ça peut être une mauvaise surprise avec une fraude qui serait supérieure. Ça peut être aussi une bonne surprise avec des montants fraudés qui seraient inférieurs. Il est très difficile pour nous, à ce stade, de le dire. Ce dont nous restons persuadés, c'est que les moyens dévolus à la lutte contre la fraude sont insuffisants. Alors, quand je dis moyens, pas seulement moyens humains, il y a bien sûr des moyens humains qui peuvent être redéployés pour renforcer les équipes de contrôle dédiés à la lutte contre la fraude, mais également, et c'est très important, des moyens informatiques. C'est-à-dire que, en particulier concernant l'assurance maladie, il n'y a pas suffisamment, et nous l'avons dit à plusieurs reprises à chaque fois que nous traitons de cette question de la fraude aux prestations d'assurance maladie, il n'y a pas suffisamment de systèmes autobloquants embarqués dans les systèmes d'information de la CNAM qui permettraient de déceler, avant même que les prestations ne soient servies, un certain nombre d'impossibilités, d'incohérences d'actes entre eux, etc. Et nous attendons beaucoup du nouveau système d'information de la CNAM, Météor, qui devrait voilà, embarquer un certain nombre de contrôles a priori et de systèmes autobloquants.
Oui, si le plan gouvernemental suffira. Là aussi, il m'est difficile de dire. Ce que nous constatons, c'est que ça va dans le bon sens. Il y a une prise de conscience, vraiment, de la part de l'ensemble des caisses d'assurance maladie, c'est certain, de la part de l'administration également. Et donc, il y a une vraie volonté d'accélérer, de renforcer les moyens de lutte contre la fraude. Le plan gouvernemental va également dans le bon sens et nous ne pouvons que nous réjouir des différentes mesures qui ont été annoncées. Est-ce que ça suffira? Le problème de la fraude, mais je ne vous apprends rien, c'est évidemment que dès qu'on met en place de nouveaux moyens de lutte et de nouveaux moyens de déceler, d'identifier les fraudeurs, on a de nouveaux moyens de contourner les dispositifs. Et dès qu'on met en place de nouvelles prestations, il y a aussi des contournements. Donc voilà, c'est une politique difficile parce que c'est une politique qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité pour pouvoir s'adapter aux fraudeurs qui, eux, s'adaptent très très bien. Voilà. Bien. Alors, Corinne Imbert pour la branche maladie, ensuite René-Paul Savary pour la branche vieillesse, Olivier Nouff, famille, et Philippe Mouillet pour la branche autonomie. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la 6e Chambre. Je suis par là. Voilà. Excusez-moi. Permettez-moi de prendre peut-être un petit moment pour vous parler de la branche maladie, sachant qu'elle porte en 2022 un déficit de 21 milliards d'euros qui est supérieur à l'ensemble du déficit de la sécurité sociale. Tout d'abord, un point sur le pilotage de l'ONDAM, en commençant par une remarque, puisque sur l'ONDAM, la Cour semble apporter le discours d'alerte que le comité d'alerte peine à soutenir lui-même. Peut-être vous entendra-t-il. D'une part, je constate que la Cour souligne que la progression de l'ONDAM est actuellement prévue inférieure à la dynamique de l'inflation. Et si la progression est anticipée plus haute que l'inflation en 2025, l'écart est réduit par rapport à ce qui prévalait avant la crise. La Cour appelle dans son rapport à conforter l'ONDAM comme outil de pilotage des dépenses et à infléchir les dépenses de manière volontariste. De manière concrète, et vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure dans vos propos, que préconisez-vous? Vous avez parlé de mesures correctives. Quelles sont-elles et selon quel calendrier? Je m'interroge évidemment sur les efforts que vous considérez urgents alors que les hôpitaux sont en déficit, qu'ils n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité de 2019 et que pour la médecine de ville, l'échec de la convention médicale est notamment le fait de revendications d'honoraires au-delà des capacités financières de l'assurance maladie. Un mot sur la garantie de financement, si vous le permettez. La Cour constate dans son rapport le poids inédit, et c'est vrai, de la garantie de financement des établissements de santé, qui atteindrait en 2022 2,8 milliards d'euros, après avoir atteint 1,9 milliard d'euros en 2021 et 2,5 milliards d'euros en 2020. Quel bilan qualitatif la Cour tire-t-elle de ce dispositif? Avez-vous analysé son impact sur la situation financière des établissements et quelles conclusions la Cour tire-t-elle de cet exercice 2022 extrêmement fragile? Alors, de manière plus prospective, l'analyse de 2022 laisse anticiper une situation extrêmement délicate en 2023 avec la sécurisation modulée à l'activité qui est censée moins compenser que ce que faisait la garantie de financement. Elle en a pris le relais. Et j'ai pu le constater la semaine dernière en Nouvelle-Aquitaine lors d'un déplacement. Je vous le disais, les établissements n'ont pas retrouvé le niveau d'activité de 2019. Avez-vous déjà des éléments d'analyse sur l'exercice 2023 et sur l'écart de ressources qui pourrait résulter de ce nouveau dispositif qui est réduit, il faut bien se le dire? La Cour a-t-elle également mené des travaux concernant l'évolution du modèle de financement post-T2A? Sur les investissements hospitaliers, la Cour, vous l'avez également dit, constate bien les besoins d'investissement des établissements de santé. Le Ségur de la santé nécessaire est davantage un rattrapage. Alors c'est un effort, mais c'est surtout un rattrapage pour la modernisation qui est nécessaire. Cet effort est lui-même obéré par l'inflation. Entre le moment où les projets d'investissement ont été pensés, au moment où ils ont été évalués financièrement, au moment où ils sont prêts à être exécutés, on voit bien la différence en montant et du coût de l'investissement. La Cour réalise-t-elle un suivi du Ségur des investissements et quel regard portez-vous sur l'évolution des capacités d'autofinancement des établissements et sur leur capacité justement à soutenir aujourd'hui des investissements indispensables à la modernisation de notre système de santé? Concernant les dépenses de soins de ville, vous évoquez dans le rapport la nécessité de mieux piloter les dépenses de soins de ville. Vous proposez notamment de développer les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé,
Pourriez-vous rappeler les principales raisons pour lesquelles la part des rémunérations forfaitaires doit, selon vous, être renforcée? Et après l'échec des négociations de la dernière convention médicale, les professionnels de santé vous paraissent-ils prêts à accepter cette évolution? Un mot sur les expérimentations de l'article 51 dont vous avez rappelé qu'elles étaient trop nombreuses et insuffisamment évaluées. Pourriez-vous indiquer quelles priorités devraient être, selon vous, fixées à ces expérimentations et comment améliorer le tri des projets? Quelles sont vos principales propositions pour rendre plus efficace ce dispositif et accélérer la généralisation des expérimentations concluantes, qui le méritent évidemment? Enfin, un dernier mot sur la CADES. Vous l'avez aussi évoqué. Elle a été prolongée jusqu'en 2033. Si j'ai bien lu votre rapport, il ne resterait à la CADES que 8,8 milliards d'euros pour reprendre le déficit de 2023, qui est aujourd'hui, je vous en prie, pas de souci. Donc je reviens sur la CADES. Il lui resterait une capacité à absorber un déficit à hauteur de 8,8 milliards d'euros. Or, le déficit prévisionnel pour 2023, est estimé à 8,2 milliards d'euros. Ça ne fait pas une grande marge de manœuvre. C'est le moins qu'on puisse dire. Si je compte bien, ça fait quoi, 600 millions d'euros. Bref, Madame la Présidente, au-delà de avoir poussé, qu'en pensez-vous? Je vous remercie. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu longue. Madame la Présidente. Alors, j'ai perdu ma feuille. Sur le pilotage de l'ONDAM. Alors, j'ai, de manière allusive, évoqué tout à l'heure le fait que la Cour, au mois de juillet, va présenter, enfin le Premier président va rendre public des notes thématiques structurelles pour contribuer à la réflexion de l'exécutif sur les dépenses publiques, la revue des dépenses publiques. L'une de ces notes thématiques, réalisée par la 6e Chambre, sera consacrée aux dépenses de soins de ville. Donc, sans déflorer totalement le sujet, je vais vous donner ici quelques réflexions. L'enjeu, nous l'avons écrit à plusieurs reprises dans plusieurs rapports, l'enjeu est évidemment d'abord une meilleure organisation des soins au plan local, notamment au plan territorial, entre l'hôpital public, les cliniques privées, la médecine de ville, et avec des parcours de soins qui soient effectifs et non plus seulement un objectif affiché, mais qui soient effectifs. Pour ça, des CPTS qui doivent fonctionner correctement, des maisons de santé ou des centres de santé, enfin tout le dispositif que l'on connaît, mais qui tarde tout de même à se mettre en place, en tout cas dans un certain nombre de territoires. La réponse aux besoins urgents, je l'ai évoqué, aux besoins urgents de soins, je l'ai évoqué tout à l'heure avec les SAMU, les SMUR et les SAS. Mais là aussi, il faut une bonne articulation avec la médecine de ville d'une part, avec les services éventuellement hospitaliers de réanimation, avec des lits d'aval. Enfin, on voit bien que c'est toute la chaîne qu'il faut repenser. Et en tout cas, alors c'est un effort de continue des pouvoirs publics. On voit bien avec une boîte à outils qui s'enrichit année après année. La difficulté que nous voyons, c'est que on a une boîte à outils, mais on n'a pas nécessairement l'articulation entre les différents outils. Concernant plus particulièrement les grands postes de l'ONDAM, soins de ville, on a à peu près 40% des dépenses qui sont le fait des rémunérations des personnels médicaux et paramédicaux. On a ensuite un gros poste avec les produits de santé, donc médicaments et dispositifs médicaux, qui représentent un peu plus de 30%. Et ensuite, les indemnités journalières. Voilà pour les grands postes. Sur ces postes-là, nous constatons
qu'il n'y a pas de mécanisme de régulation infra-annuelle, de régulation financière infra-annuelle, et que, alors, à l'exception du médicament, je vais en dire un mot, et que les modalités de régulation pluriannuelles, que sont les négociations conventionnelles, ne sont pas utilisées de manière aussi efficace qu'elles pourraient l'être. Et en particulier, un certain nombre de ces conventions prévoient des dispositifs, en cas de nécessité, que les pouvoirs publics n'ont jamais actionné ou peu. Je pense par exemple à la possibilité de décaler la mise en œuvre d'une convention, en particulier de la convention médicale, mais c'est valable pour toutes les conventions, au cas où le comité d'alerte de la sécurité sociale tire la sonnette d'alarme. Et voilà. Ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été utilisé. Il y a d'autres dispositifs comme ça au sein des conventions qui sont des outils potentiellement efficaces, mais qui n'ont jamais été utilisés. Sur les mécanismes de régulation infra-annuels, alors on a un mécanisme qui fonctionne bien, mais malheureusement qui n'est pas suivi suffisamment dans le temps, c'est le mécanisme applicable aux actes de biologie médicale, une régulation prix-volume qui a fait ses preuves, qui a été abandonnée pendant le Covid, et voilà, qu'on a un petit peu de mal à remettre en place, et dont la Cour pense qu'il pourrait, enfin, que l'idée en tout cas d'une régulation prix-volume pourrait sans doute inspirer d'autres modes de régulation dans d'autres secteurs que celui des laboratoires de biologie médicale. La régulation des produits de santé, des médicaments en tout cas, est relativement efficace avec les mesures de sauvegarde et les remises. Donc ces deux outils qui fonctionnent assez bien, qui sont des cordes de rappel. Alors je dis relativement parce qu'on a quand même une augmentation assez rapide du prix des médicaments en 2022, à plus 4%, alors que l'ONDAM prévoyait plus 2,7%. Et l'avenir risque d'être également, du point de vue de la tendance de coût des médicaments, de la dépense du médicament, risque d'être marqué par des dépenses en croissance si la réindustrialisation de la France en matière de médicaments, donc de production sur place des médicaments, comme c'est la volonté des pouvoirs publics, voit le jour. Il y a peut-être là un risque de hausse des dépenses de médicaments. Toujours quand même un mot sur la régulation de l'ONDAM. Ce que nous avons dit, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont indispensables, alors qui ne sont pas seulement des outils de pilotage de la dépense, bien évidemment, mais qui ont un impact sur la dépense, sur les dépenses de santé. C'est notamment toute la mise en œuvre du numérique en santé. On peut penser à la prescription électronique, on peut penser au DMP, au fameux dossier médical partagé qui devient maintenant l'espace numérique en santé. Voilà, ça fait 20 ans que les pouvoirs publics travaillent, ça n'est toujours pas efficace aujourd'hui. Nous sommes en train d'y consacrer d'ailleurs un contrôle. On voit que on est en train d'engranger des retards considérables en la matière par rapport aux autres grands pays d'Europe. Même chose pour la télésanté. Or, tous ces outils qui doivent améliorer aussi l'efficacité, la qualité des soins, éviter la iatrogénie, etc., sont des sources potentielles d'économie. Indirectes, mais sont des sources potentielles d'économie. Le temps que l'on met à les déployer est assez problématique. On peut parler aussi de la révision des nomenclatures. Qui sont obsolètes et dont on peut attendre là aussi, in fine, des économies. On peut parler du renforcement de la prévention. Enfin, voilà, tous ces outils-là, on en parle, la Cour en parle, les évoque rapport après rapport. Vous allez les retrouver concentrés dans notre note sur les soins de ville à venir en juillet. Et bien sûr, la lutte contre la fraude, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour ce qui concerne le volet hospitalier, alors, je vais peut-être laisser la parole à Nicolas Fourrier parce que non seulement il est rapporteur général du RALS, mais vous avez la chance d'avoir devant vous le rapporteur d'un rapport qui sortira en septembre sur la situation financière des hôpitaux. Nous avons estimé indispensable d'éclairer
les citoyens français sur la réalité de la situation financière des hôpitaux, et notamment la sortie de la garantie de financement, et de mettre en parallèle la dette des hôpitaux et les investissements réellement effectués, et de voir comment les dotations ont été utilisées. Mais je vais peut-être laisser la parole à Nicolas Fourrier là-dessus. Alors, sur les 3 points que vous avez soulevés, concernant la garantie de financement, tout d'abord, la Cour a, on va dire, une image nuancée de cette garantie de financement. Nous pensons qu'en 2020, elle a été utile, puisque avec la chute très forte de l'activité hospitalière, notamment liée à des déprogrammations qui ont été, il y a eu des instructions qui ont été envoyées par la DGOS pour ces déprogrammations, pour laisser la place aux personnes souffrant du Covid, il a fallu maintenir un niveau de ressources suffisant à l'ensemble des établissements hospitaliers. Donc sur 2020, elle a été utile, et encore en 2021 pour ce qui concerne lié du fait des perturbations importantes du Covid. La difficulté que l'on voit, c'est que il y a, je vais répéter le terme, une certaine difficulté du ministère de la Santé à sortir de la garantie de financement aujourd'hui. Le SMA qui a été mis en place pour 2023, c'est une garantie de financement à 70%. On reste bien dans une logique qui est la même. Or, tous les entretiens que nous avons eus dans les différents hôpitaux avec les différentes fédérations nous ont confirmé qu'il y a un attachement qui reste extrêmement fort à la T2A, attachement que la Cour des comptes partage. Il y a également un rapport qui doit sortir sur le sujet de la T2A. Donc la T2A, elle a ses défauts, elle peut être critiquée, elle est notamment beaucoup trop complexe. L'organisation en GHS est vraiment beaucoup trop compliquée, et le lien entre les coûts et les tarifs pourrait être plus précis qu'il ne l'est dans la tarification actuelle. Donc elle a certes ses défauts, mais elle présente des avantages extrêmement importants, qui est, comme son nom l'indique, de lier la rémunération des établissements à leur activité. Or, un établissement, sa vie, il y a des services qui ferment, il y a des établissements qui fusionnent, et les systèmes qui existaient antérieurement de la dotation globale et qui est revenu en fait à travers la garantie de financement ne permet pas de prendre en compte cette vie de l'hôpital. D'où nous pensons que dans les réformes qui sont à venir, il est important de garder une dimension prépondérante à la tarification à l'activité. Pour autant, la Cour des comptes n'est pas partie prenante de cette réforme de par son statut, donc ne participe pas aux réflexions qui sont en cours au sein des administrations et du gouvernement. Concernant le Ségur de l'investissement, alors nous suivons le Ségur de l'investissement, et ce sera une des parties très importantes du rapport que nous allons produire sur la situation financière des hôpitaux sans doute en septembre. Probablement, il y a eu trop de projets qui ont été validés par rapport au montant de l'enveloppe, qui représente pourtant 9 milliards d'euros, si on additionne les deux sous-enveloppes qui ont été allouées par l'État pour le Ségur de l'investissement. Mais le nombre de projets a été trop important, et avec l'augmentation de l'inflation, des coûts de la construction, on constate que les taux d'aide par projet sont sans doute trop bas au regard des capacités financières des établissements. Donc il va falloir trouver une solution. Il n'appartient pas à la Cour de dire quelle est cette solution. À enveloppe constante, la solution serait d'abandonner un certain nombre de projets, de en redimensionner d'autres, de reprogrammer. Donc il y a un travail important à réaliser, mais une vraie difficulté si on met en relation les enveloppes qui ont été prévues pour le Ségur de la santé et le montant du programme d'investissement qui a été réalisé par les établissements, les commissions médicales d'établissement, et qui ont été à ce jour, mais pas complètement validé par les ARS, puisque la validation définitive des projets d'investissement par les ARS se fait en 3 phases, et on est au passage actuellement de la 2e phase, qui est la phase véritablement décisionnelle. Donc c'est dans les mois qui viennent que les décisions vont venir.
Donc voilà sur ces sujets hospitaliers. J'ajoute là aussi que la Cour va publier en septembre donc un rapport sur la... Enfin, même en juillet en réalité, un rapport sur la T2A. Donc voilà. Ce sera publié sur le site de la Cour. À ce stade, il n'y aura pas de communication particulière. En revanche, en septembre, comme nous avons donc 3 rapports qui concernent l'hôpital, qui sont 3 rapports importants, l'un sur la T2A qui va sortir en juillet, l'autre sur la situation financière des hôpitaux et le 3e sur la concurrence et la complémentarité entre les établissements de santé publics et les établissements de santé privés. Nous ferons sans doute une communication particulière en septembre pour la sortie au moins de ces 2 rapports, la T2A sortant, je vous l'ai dit, en juillet. Vous avez également posé une question sur le mode de rémunération des médecins libéraux. Nous appelons effectivement à augmenter la part forfaitaire de la rémunération, la part forfaitaire liée notamment à des obligations de service public. Aujourd'hui, le paiement à l'acte représente plus de 80% de la rémunération des médecins libéraux, et avec un certain nombre d'effets pervers. D'une part, l'effet inflationniste, qui a été démontré par beaucoup, l'insuffisance de prévention, puisque rien n'est fait dans le système actuel, à part la rémunération sur obligation de service public, pour inciter à des actions de prévention de la part des libéraux. Et peut-être aussi une diminution de la durée des consultations. Donc on voit qu'il y a aussi un certain nombre d'effets pervers qui peuvent être engendrés par une rémunération qui serait 100% une rémunération à l'acte. Et donc, ce que nous constatons, c'est que l'objectif d'accroître la part de rémunération forfaitaire n'a pas été atteint. Cet objectif existait, il n'a pas été atteint par la Convention. Il était fixé dans la Convention médicale de 2016 et il n'a pas été atteint. Et nous pensons que cette forfaitisation est souhaitable. Elle peut prendre plusieurs formes, par épisode de soins, par professionnel, par patient. En tout état de cause, une rémunération de la prise en charge, une forfaitisation accrue de la rémunération de la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques nous semble une priorité. Ce qui m'amène peut-être aux expérimentations article 51, puisque parmi ces expérimentations, 3 nous paraissent particulièrement structurantes. Le paiement justement à l'épisode de soins, et pour 3 types d'interventions chirurgicales, cette expérimentation-là nous semble prometteuse. Le paiement en équipe d'un ensemble de professionnels de santé, et puis l'intéressement de groupements de professionnels à la performance de la qualité des soins, de la satisfaction des patients et de la maîtrise des dépenses. Donc ce sont 3 expérimentations dont nous suivrons les résultats avec attention. Elles seront terminées dans 1 an, à peu près à la mi-2024. Et si elles sont aussi prometteuses si les résultats sont au rendez-vous, nous espérons et nous appellerons de nos voeux le fait qu'elles soient généralisées dans les meilleurs délais. Sur la CADES, oui, vous avez très bien résumé la problématique des 8 milliards voilà, et pour un potentiel de 8 milliards 8, et donc la nécessité, selon la Cour, de prolonger dans les meilleurs délais la durée de vie de la CADES pour lui permettre de faire face à la reprise de ces déficits. À ce rythme-là, c'est une CADES à perpétuité. Bon. Après cette remarque, je vais laisser la parole à René-Paul Savary. Merci. 2 remarques, Madame la Présidente. Votre analyse sur la rémunération des médecins généralistes me laisse dubitative. Compte tenu du contexte où on en manque, qu'il faut inciter nos jeunes, je ne suis pas sûr que ce soit à travers ce type de rémunération qu'on les incite. Deuxièmement, vous avez prononcé un mot qui m'a plu en ce qui concerne la clause de sauvegarde, en disant que doit être une corde de rappel. Quand la clause de sauvegarde va atteindre en 2023 plus d'1 milliard d'euros,
par rapport aux prévisions. C'est plus une corde de rappel, c'est une taxation sur les médicaments. Donc il faut rester vigilant par rapport à ça et garder le principe justement de la clause de sauvegarde pour la maîtrise des médicaments sans que ça devienne prohibitif, parce que sinon on va décourager véritablement un certain nombre de laboratoires à investir en France, à nous produire des médicaments, ils vont aller ailleurs et on va constater plus de pénurie. Je ferme la parenthèse, je reviens à ce qui me regarde davantage, à savoir la branche vieillesse, où vous dites que la réforme ne comble pas le déficit, et effectivement, compte tenu des mesures d'accompagnement que l'on a pris, que l'on a votées, au Parlement, en ce qui concerne les carrières longues, en ce qui concerne la rémunération des petites retraites à travers le MICO ou d'autres dispositifs, importants notamment la revalorisation des pensions des femmes à travers justement une mesure importante avec, quand vous avez des trimestres supplémentaires, une retraite majorée quand vous avez parallèlement le nombre d'années. Ce qui me fait dire que la réforme contribue à limiter la différence de traitement entre ce qui concerne les retraites des femmes et des hommes, contrairement à ce que vous avez affirmé, madame. C'est la raison pour laquelle je voulais souligner ce dispositif. Et d'autre part, je pense qu'il faut voir, et ce que vous ne voyez pas effectivement à travers cette analyse, l'ensemble du système de retraite avec les retraites complémentaires. Voilà. Parce que les retraites complémentaires, par rapport à un allongement de la durée et un décalage de l'âge, vont être, elles, davantage bénéficiaires, notamment l'AGIC-ARCO, qui représente quand même la majorité de nos personnes retraitées. Et en conséquence, ce qu'il faut voir peut-être dans l'analyse, en tout cas être prudent dans les commentaires, c'est de voir davantage le système sur le plan de sa globalité. Voilà les remarques que je souhaitais faire, qui ne sont pas des questions, mais des remarques, vous l'avez là aussi remarqué, madame. Très bien, on va prendre Olivier Henno sur la branche famille, on va prendre les deux branches. Merci madame la présidente. D'abord, une remarque de portée générale, en vous remerciant de la qualité du rapport, comme ça a été dit par la rapporteure générale, par notre rapporteur général, mais aussi vos propos qui nous éclairent. Et quand même, la présidente a eu une expression imagée, mais assez juste, la cadesse à perpétuité. Oui, sauf que ça, c'est très juste et ça a quelque chose d'inquiétant. Si les générations qui nous suivent regardent, et peuvent manifester quelques inquiétudes, hein, parce que transférer sur les générations à venir nos dépenses sociales, c'est quand même pas gage de responsabilité. On finit par l'oublier. Transférer et investir pour l'avenir, transférer une dette d'investissement sur l'avenir, c'est responsable. Mais des dépenses sociales et des dépenses courantes, tout de même, ça pose question. Et il m'a semblé nécessaire de le dire. Et donc, on voit bien notre niveau de dépenses. On a un niveau de dépenses élevé sur nos comptes sociaux. On a une dégradation des comptes. Et pourtant, on a toujours, tout le temps, chers collègues, une dialectique sur l'insuffisance des moyens, en permanence. Si encore on avait un niveau de dépenses élevé, une dette importante, des comptes sociaux dégradés, mais qu'au moins il y avait une satisfaction, ben non. On a une dialectique sur l'insuffisance des moyens. Et donc on voit bien que l'heure de la remise à plat, au lendemain du quoi qu'il en coûte, et d'une grande loi santé, et même de nos comptes sociaux, va sonner. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelque chose là, il y a une équation impossible. Alors sur la branche famille, moi je trouve que le refus de certification est sonné comme une évidence. Enfin, c'est de votre responsabilité, bien sûr, mais enfin, quand même, on reste sans voix, hein, 5 milliards d'indus et rappels. Et je vous écoute, face à cette réalité, la CAF où il y a moins de contrôle, j'ai entendu, et finalement, pas de plan de redressement à court, voire à moyen terme. Bah, excusez du peu, on reste sans voix et je pense qu'il serait bon quand même que les pouvoirs publics soient plus vigoureux sur cette question et que le gouvernement s'adresse un peu plus directement à la CAF parce que c'est pas acceptable sur des montants comme ça. Alors maintenant sur les questions plus techniques qui avaient été longtemps
débattu sur les indemnités journalières versées après la naissance de l'enfant. Le Sénat s'y était opposé, vous vous en souvenez. Dans votre rapport, vous pointez la nature conventionnelle d'une distinction entre congé prénatal et postnatal et vous recommandez dès lors de clarifier le financement de congé maternité en le confiant en totalité à la branche famille. Nous pouvons vous suivre sur ce point, mais par contre, on a des difficultés avec la conclusion que vous en tirez. Vous reconnaissez vous-même qu'une meilleure connaissance des dépenses liées au congé maternité sera un instrument de prévention et de suivi de la santé périnatale. Vous préconisez à cette occasion d'améliorer les dispositifs de suivi de la santé des femmes. Dès lors, pour quelles raisons estimez-vous que la Caisse nationale des allocations familiales a davantage vocation à financer le congé à maternité que l'assurance maladie sur cette question, puisque ça a été longuement débattu lors du précédent PLFSS. Deuxième question, vous dressez également un bilan peu satisfaisant de la gestion des congés maternité et paternité. Le Sénat a supprimé lors de l'examen du dernier PLFSS le versement obligatoire des IJ par les employeurs pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie. Cette disposition n'avait pas d'incidence sur les comptes de la sécurité sociale, ce que d'ailleurs le Conseil constitutionnel a confirmé, et transférait une charge de trésorerie excessive aux employeurs. Vous nous confirmez que ces derniers doivent attendre 42 jours, plus de 42 jours d'ailleurs, 42,6 jours en moyenne, pour obtenir le remboursement. Donc vous qualifiez de prometteuse la subrogation obligatoire, vous n'en faites toutefois pas une recommandation. Est-ce que vous estimez, comme nous l'avons fait, que la gestion par les CPAM des congés maternité et paternité ne permet pas cette réforme et que la généralisation du transfert d'informations par les employeurs via la déclaration sociale nominative ne serait-elle pas suffisante à éviter les ruptures de ressources pour les mères, ce qui est évidemment le cœur du sujet? Je vous remercie. Oui, merci. Alors, même si ça n'était qu'une remarque, je vais abonder dans ce que disait René-Paul Savary. En effet, l'impact de la réforme des retraites est positif sur l'Agirc-Arrco et pour l'État aussi. Hein. On a plus 3,7 milliards d'euros pour l'Agirc-Arrco, plus 1 milliard pour l'État. Nous n'avons pas dit le contraire. Nous sommes concentrés, nous, sur le régime général, puisque telle est notre mission, notamment dans la certification des comptes. Mais nous partageons bien sûr ce constat. Pour ce qui est de la branche famille, pardon, je vais faire un peu, voilà. Alors, sur la cohérence du financement des congés maternité et paternité, nous n'avons pas attendu 2023. Déjà en 2022, nous recommandions que les congés paternité et les congés maternité soient gérés par la même branche, ce qui n'était pas le cas, puisqu'en 2022, les congés paternité étaient supportés par la branche famille et les congés maternité dans leur intégralité, par la branche maladie. Donc il y a déjà eu un effort de regroupement, mais ce que nous souhaitons, c'est que le regroupement, enfin l'effort de cohérence aille jusqu'au bout. Alors, nous appelons, enfin, on se prononce pas nécessairement sur la branche famille ou la branche maladie. Il se trouve que la branche famille, s'agissant de prestations qui sont déjà quasiment en totalité dans la branche famille, mériterait d'être finalement regroupées dans la branche famille. Et seuls les congés pathologiques, alors liés à la maternité, resteraient bien sûr à la branche maladie. Mais c'est vraiment un message de cohérence des financements et de cohérence du pilotage. Sur la gestion et des IJ liés à la maternité, à la paternité et à la question de la subrogation. Comme vous l'avez souligné, les indemnités journalières, la charge de trésorerie relative à la subrogation des indemnités journalières maternité et paternité peut représenter une charge importante, notamment pour les toutes petites entreprises. Ça, nous en sommes tout à fait conscients. Mais d'un autre côté, le retard de versement de ces indemnités pèse sur les foyers, notamment les foyers les plus modestes, qui sont privés de ce droit, puisque les délais sont ce que vous avez rappelé en moyenne de 42 jours. Et c'est pour éviter de telles ruptures de ressources pour les ménages
les plus fragiles, qui sont encore trop fréquentes, que la Cour estime prometteuse la subrogation obligatoire. Nous rappelons que le caractère obligatoire de la subrogation permettrait de répondre à la pratique irrégulière qui consiste, pour certains employeurs, à subordonner le versement des indemnités dues à leurs employés au fait qu'eux-mêmes aient reçu de la sécurité sociale le remboursement. Et donc cette pratique est totalement illégale, et c'est aussi pour répondre à cette pratique donc irrégulière que nous faisons une recommandation de subrogation obligatoire. Alors, on n'en a pas fait une recommandation à proprement parler parce que lors du délibéré sur ce rapport, la mesure avait alors été proposée par le gouvernement dans le PLFSS. Bon, on sait ce qu'il en est advenu, mais sinon, nous aurions fait la recommandation en bonne et due forme. Voilà. Et alors, en effet, on attend beaucoup de la DSN qui devrait normalement améliorer au moins les temps de transmission des informations et la qualité de ces informations financières nécessaires au calcul des indemnités. Philippe Mouillet pour la branche autonomie. Merci Madame la Présidente. Alors moi j'ai une seule question principale qui concerne le solde de la branche, puisque ce solde en 2022 a finalement été beaucoup plus favorable qu'annoncé. Il y a 6 mois, avec notamment un excédent d'environ 5 milliards d'euros, 0,5 milliards d'euros. Et alors que normalement les prévisions étaient plutôt un léger déficit de 200 millions d'euros. Cet écart est dû à la fois des recettes qui ont été plus importantes et à une progression des dépenses plus modérée qu'attendue. Alors, comment expliquez-vous le moindre niveau des dépenses entre les prévisions qui étaient retenues dans la LFSS pour 2023 ? Et en définitive, est-ce que l'impact des révélations salariales, qui était quand même la dépense nouvelle relativement importante, a été finalement minimisé à travers la gestion de la branche ? Et dans quelle mesure la dynamique de recettes était liée à l'inflation ? Et dans ce contexte, faut-il s'inquiéter que les dépenses n'aient pas été plus élevées, étant donné les besoins de la branche qui sont importants, notamment au regard de la gestion du vieillissement, des nouveaux services à domicile et bien entendu des besoins en matière du handicap? Je vous laisse répondre sur cette question et ensuite on va passer aux questions des commissaires. D'accord. Alors, effectivement, la branche autonomie a des résultats meilleurs qu'attendus. Alors, sur l'augmentation des recettes, on la constate évidemment pour l'ensemble des branches de la sécurité sociale. Elle est liée notamment à l'inflation. Il faut bien avoir en tête que 1% d'inflation, ça génère... 1% pardon, de l'inflation a un impact sur la masse salariale qui augmente, et 1% d'augmentation de la masse salariale, c'est 2,2 milliards d'euros de recettes en plus pour la sécurité sociale. Donc, la branche autonomie n'échappe pas à la règle et a effectivement une dynamique de recettes plus importantes que prévues. Alors les dépenses un peu moins élevées que prévues, mais très très peu en réalité en ligne. Donc l'écart s'explique essentiellement par cette dynamique des recettes liée à l'augmentation de l'assiette des cotisations. Très bien. Alors, Cathy Apourceau-Poly, Victoire Jasmin, Daniel Chassain, Nick Jacquemet, Jean-Marie Van Arenberg et Alain Milon. Merci bien, Madame la Présidente. Tous les commissaires. Donc, je vais essayer d'être rapide. Alors, le rapport de la Cour des comptes donc, fait un focus sur la situation de la CNRACL qui est de plus en plus préoccupante, il faut se le dire. Ce régime spécial, vous l'avez dit, couvre les risques retraite et invalidité des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, et il rencontre un déficit devenu finalement structurel qui est appelé à s'aggraver, 6,6 milliards d'euros, si j'ai bien compris, en 2030. La loi de fonctionnement de la sécurité sociale 2023 a autorisé un emprunt de 7,5 milliards d'euros pour assurer la pérennité des paiements et des prestations, avec évidemment des taux d'intérêt qui remontent. Cette solution, nous le savons tous et toutes, est coûteuse. Donc, quelles préconisations faites-vous pour trouver une solution financière et garantir les comptes finalement de la CNRACL? Une deuxième question, vous préconisez de faire des économies en maîtrisant davantage les dépenses de médicaments, mais il me semble que vous n'avez rien dit sur l'usage de la pertinence
des 6 milliards d'euros du crédit impôt recherche? Avez-vous proposé au gouvernement d'augmenter le reste à charge des ménages en doublant la franchise sur les médicaments? C'est ma deuxième question. Et puis la troisième, sur les retraites hommes-femmes. L'écart des pensions hommes-femmes, vous l'avez dit, et le rapport des comptes préconise donc de faire des économies sur les pensions de réversion. Quelle vision pour moi de l'égalité, donc pouvez-vous me confirmer cela? Et puis, ne pensez-vous pas que l'égalité salariale peut être une source de revenus supplémentaires qu'il faut essayer de creuser? Et voilà, j'arrête parce que j'ai encore plein de questions, mais je veux laisser la place à mes collègues. Merci Katia pour ce poly. Victoire Jasmin. Merci Madame la Présidente. Alors j'ai deux questions. La première concerne les plus de 22% des appels au SAMU. Alors est-ce que vous avez des éléments plus fins pour comprendre pourquoi? Est-ce le manque de médecins? Et ma deuxième question, les travailleurs indépendants et les conjoints et leurs conjoints, les conjoints et les agriculteurs sont pénalisés par le non-recours aux droits et aux soins. Alors, est-ce que vous avez des éléments également permettant de mieux comprendre les raisons? Je vous remercie. Daniel Chassaing. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente de la Cour des comptes. Donc, moi, j'aurais deux questions. Concernant le SAMU, donc, vous avez dit une augmentation de 62% depuis 2014. Mais ça, c'est quand même dû à, effectivement, un médecin régulateur du SAS qui arrive en plus du médecin régulateur du SAMU. Est-ce que vous pensez que, quand même, cette façon de mettre en place pour régler les soins non programmés avec les médecins libéraux et les maisons de santé et les CPTS n'est pas quand même pertinent? Et enfin, au niveau de l'ONDAM, est-ce que dans vos déficits prévus, vous avez anticipé ce qu'avait dit le président de la République, c'est-à-dire d'augmenter le nombre d'emplois pour les personnes dépendantes qui sont très attendues dans les EHPAD? Et aussi, bien sûr, je voudrais dire que les projets concernant les hôpitaux, avec l'inflation, ont pris au moins 30% de coûts en plus. Et enfin, dernière question concernant la vieillesse. Donc René-Paul Savary a indiqué que le Sénat avait apporté, si vous voulez, des clauses pour les femmes, les carrières longues, etc., les petites retraites. Et vous nous avez indiqué un déficit dans les années 2030 malgré le vote de la réforme. Quel sera le déficit, à votre avis, dans les années 2030-2040? Merci. Annick Jacquemet. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la Cour des comptes pour vos informations. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Le gouvernement entend lancer le grand chantier du dispositif de solidarité à la source qui doit permettre de lutter contre le non-recours tout en limitant les risques de fraude. Est-ce que vous avez une estimation, soit des économies, soit des dépenses supplémentaires qui peuvent être envisagées dans ce cas-là? Et la deuxième question, vous en avez parlé un peu tout à l'heure et vous l'avez souligné dans le rapport de la Cour des comptes. Vous rappelez que certains textes d'application restent à publier et que les différents ministères ont pas mal de retard dans la publication des décrets d'application. Alors, est-ce que vous avez des explications des ministères sur le pourquoi? Est-ce que vous préconisez des solutions? Vous avez parlé tout à l'heure des systèmes informatiques qui mettaient plus de, parfois jusqu'à 20 ans à être mis en place. Voilà, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Merci. Jean-Marie Van Lerenberg. Merci Madame la Présidente. Merci Madame. J'ai une question peut-être un peu plus multiple sur la fraude. Vous avez noté effectivement que la fraude aux cotisations, bien qu'imparfaite dans son estimation, puisque de la CNAM, nous n'avons que des données partielles, 29% seulement du total des prestations ont été effectivement estimées,
ce qui est trop peu. Et nous l'avons signalé au directeur de la CNAM il y a très peu de temps. Celui-ci a validé les chiffres extrapolés de, en gros, 7 à 8 milliards sur le total des prestations, hein, ce que vous, et environ 5 milliards sur ce qui concerne peut-être la CNAM, hein, 4 à 5 milliards. Est-ce que vous les confirmez, compte tenu effectivement des contrôles que vous avez effectués? On est étonné du retard de la CNAM. On sait qu'ils ont été les derniers à se mettre effectivement à faire des estimations, mais ils prennent encore du retard dans la conduite de ces opérations. Et donc, il y a certainement un problème de méthode. Vous soulignez d'ailleurs, à juste titre, que certaines caisses ont engagé effectivement des améliorations. On évoquait la CAF, même si on peut s'étonner que les redressements ne soient pas à la hauteur, effectivement, des estimations qui ont été effectuées. On est toujours autour de 3 milliards de fraude et on ne voit pas, effectivement, d'évaluation, enfin, d'amélioration dans le retour. Je pense qu'il y a un problème de méthode, peut-être aussi un problème de moyens. Vous soulignez notamment qu'il manque de contrôleurs. Nous l'avons dit et répété ici maintes et maintes fois. Je crois que de multiplier les contrôleurs, à l'évidence, sera un effet bénéfique pour tout le monde. Ce ne sont pas des dépenses, je dirais, supplémentaires, ce sont des dépenses d'investissement. On peut le considérer de la sorte, compte tenu effectivement des recettes qu'il y a. Vous n'évoquez pas du tout les fraudes aux cotisations. Dans un précédent rapport, vous parliez de 6 à 8 milliards. Est-ce que vous les confirmez encore aujourd'hui? Parce que vous voyez que si on additionne les deux, fraude aux prestations, fraude aux cotisations, on arrive à un chiffre compris entre 13 et 16 milliards. C'est énorme. C'est loin des fantasmes à 40 ou 50 milliards que certains ont évoqués, mais je crois que quand on cherche aujourd'hui de l'argent et des économies à faire, j'ai entendu Monsieur le ministre dire que ce n'est pas dans les fraudes qu'on allait les trouver. Ben, si, je suis au regret de dire au ministre qu'il y a là effectivement une quinzaine de milliards, supérieurs aux 10 milliards qu'il recherche, qui sont effectivement à activer. En tous les cas, il faut vraiment renforcer considérablement, et je crois que l'action de la Cour des comptes dans ce sens peut que renforcer celle des parlementaires et du Sénat en particulier. Je terminerai en disant que vous soulignez les progrès dans la sécurisation des inscriptions des personnes étrangères à la sécurité sociale. Nous nous y étions penchés et nous avions fait un certain nombre de recommandations que vous aviez validées. Je m'en remets effectivement à votre rapport pour dire, bon, ça avance dans le bon sens, quoi, mais on était loin quand même des estimations fantaisistes qui avaient été annoncées de 14 milliards. On était à 140 millions dans notre rapport. Merci beaucoup. Alain Milon, pour terminer. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur la question de Corinne Imbert concernant la T2A et la réponse faite par Monsieur Fourier. Si mes lectures sont bonnes, la T2A n'intervient qu'à hauteur de 60% dans les budgets des hôpitaux. Les MIG, les MIGAC, les mairies, etc. interviennent pour le reste dans les budgets des hôpitaux. Et beaucoup actuellement condamnent la T2A alors que la T2A a sauvé les hôpitaux. C'est une évidence, le budget global enterrant ceci. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que certains systèmes qui ne sont pas encore sous T2A demandent à arriver en T2A, et en particulier la psychiatrie et le système privé. Alors, vous avez dit, monsieur, qu'il y a une enquête, madame et monsieur, pardon, qu'il y a une enquête de la Cour sur le sujet, un rapport qui sera commis bientôt. J'ai hâte de pouvoir le lire, de la même façon d'ailleurs qu'un rapport de l'IGAS doit être mis en place dans les jours qui viennent. J'ai rendez-vous avec la présidente de cette commission le 12 juillet prochain. Moi, ce que je voulais dire, vous avez dit que la T2A était complexe. Est-ce que c'est la T2A qui est complexe ou est-ce que c'est son utilisation
qui a complexifié la T2A. Parce que si on regarde bien l'évolution des tarifs aux États-Unis en 40 ans de T2A et les évolutions des tarifs en France en 20 ans de T2A, il y a 2 fois plus de tarifs en France qu'aux États-Unis. Donc c'est plutôt l'utilisation de la T2A qui a complexifié celle-ci. Enfin, vous pouvez répondre sur le sujet. Ma question, c'est la suivante. Elle ne concerne pas la T2A, elle concerne les investissements immobiliers. Est-il normal qu'un organisme qui n'est pas propriétaire de l'immobilier autofinance, emprunte et rembourse les emprunts pour le propriétaire qui, lui, ne fait rien d'autre que d'abonder un petit peu, vous l'avez dit, d'une manière assez restreinte d'ailleurs, le financement de ces investissements immobiliers. J'entends bien, c'est-à-dire les bâtiments. L'État est propriétaire des bâtiments, ce n'est pas l'assurance maladie qui en est propriétaire. Est-il normal que l'assurance maladie rembourse les emprunts pour ces bâtiments? Voilà. Beaucoup de questions. Alors, sur la question sur la CNRACL, nous ne pouvons que confirmer effectivement ce qui est écrit dans le rapport, c'est-à-dire ce que nous anticipons à toute chose égale par ailleurs, si aucun des paramètres du régime n'est changé, un déficit de 6,6 milliards d'euros à l'horizon 2030. Bon, les paramètres, on les connaît. L'augmentation du taux de cotisation patronale récemment décidée sera insuffisante donc à couvrir ces déficits. Après, ça n'est pas à la Cour de se prononcer sur la manière, quel levier utiliser, notamment entre le montant de la pension ou l'augmentation des cotisations patronales ou salariales. C'est au pouvoir public de décider quelle utilisation ils font de ces leviers. Oui, juste préciser quand même sur la multiplication par 2 de l'annonce de l'augmentation de la franchise à la charge des assurés sociaux sur les médicaments par le gouvernement tout à fait récemment. Ça n'est pas une idée qui a été soufflée par la Cour des comptes, si c'était le sens de la question. Sur les pensions, et notamment les pensions de réversion, alors je ne voudrais pas qu'on puisse croire que la Cour des comptes et la présidente de la 6e chambre en particulier suggère de faire des économies sur les pensions de réversion. Ça n'est pas du tout notre propos. Nous ne préconisons pas de faire d'économies dans ce domaine. Nous préconisons de mieux, au contraire, de continuer à combler par des mécanismes de solidarité ou de réversion l'écart de pension que nous constatons entre les femmes et les hommes. Alors, comme vous l'avez dit très justement, c'est aussi en s'attaquant au problème des salaires, donc en amont, qu'on résoudra dans le temps l'écart le problème de l'écart entre les salaires des femmes et les salaires des hommes, bien évidemment, et c'est un point que nous mentionnons dans le rapport. Sur les SAMU, la hausse des appels est-elle liée au manque de médecins? Alors, je voudrais juste rappeler une chose. C'est que depuis 5-6 ans, on constate une augmentation des personnels de santé médicaux et des médecins, sauf pour les médecins généralistes. Donc c'est la seule catégorie dont les effectifs baissent. Mais pour le reste, on constate une augmentation. Et j'aurais tendance à répondre, on n'a pas d'études précises là-dessus, mais que c'est aussi... l'attitude, le comportement des patients et assurés sociaux que nous sommes tous et qui ont tendance à appeler le SAMU et aller directement aux urgences ou aller aux urgences via le SAMU
voilà, c'est pour ça que, enfin, même si l'état de santé, en réalité, ne relève pas de SAMU, encore moins d'un SMUR. Je vous rappelle que les transports médicalisés d'urgence, enfin, dont l'état justifié par l'état de santé du patient, ne représente que 5% du total des appels SAMU. Donc sur 100 appels, seuls 5 se traduisent effectivement par un transport médicalisé d'urgence vers l'hôpital le plus proche. Alors, l'objectif du SAS, c'est bien évidemment d'essayer de traiter en amont tous ces appels qui se déversent vers le SAMU et qui ne nécessitent pas un transport médicalisé et qui ne relèvent pas d'une urgence, et de pouvoir les réorienter vers la médecine de ville dans les 48 heures, ce qui est aujourd'hui un peu une gageure dans certains territoires, beaucoup moins dans d'autres, mais laissons au moins au dispositif le temps de se mettre en place, et nous serons très attentifs à la Cour des comptes aux résultats de ces services d'accès aux soins. Sur oui, sur les alors, attendez, excusez-moi. Je n'arrive même plus à me relire. Alors, c'était sur les retraites, pardon, et sur l'appréciation que nous portions sur la situation, voilà, les conjoints des agriculteurs en matière de retraite. Alors, c'est un sujet que nous n'avons pas creusé particulièrement. On constate, en tout cas, sur d'autres modes de prestation, on constate des inégalités entre les salariés et les non-salariés. Sur la question des retraites et des conjoints, des retraites d'agriculteurs et des conjoints d'agriculteurs en particulier, je pense qu'on doit faire les mêmes constats, mais c'est un sujet que nous n'avons pas creusé, mais ça peut nous donner une idée de contrôle à venir. Oui, je vois les SAMU sur. Il y avait une question sur les déficits. Oui, j'ai ça. La question des déficits 2030. Alors 2040, nous n'avons pas le chiffre, et 2030, nous l'avons, et nous l'avons donné dans le rapport. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à modèle inchangé, voilà où nous amènerait la situation actuelle. Et compte tenu aussi des hypothèses, voilà, des hypothèses gouvernementales que par ailleurs dont nous soulignons l'optimisme, qu'il s'agisse de taux de croissance, de taux d'inflation. On a des hypothèses que nous avons jugées, dont nous avons jugé qu'elles n'étaient pas hors d'atteinte, mais qu'elles étaient optimistes. Oui, mais je pense que... donc voilà, pour l'instant, nous en tenons à ces considérations et ce chiffrage, puisque nous ne refaisons pas, nous, les modèles qui sont proposés, soit par le corps en matière de retraite, soit par le gouvernement sur d'autres sujets. Et nous constatons que les hypothèses, encore une fois, sont assez éloignées quand on les prend une par une, toujours optimistes par rapport au consensus, soit de l'OCDE, de la Commission européenne, du FMI. Donc systématiquement, nos prévisions sont un peu plus, sur chaque critère, un peu plus optimistes. Et donc la conjonction de l'ensemble de ces hypothèses, chacune optimiste, nous conduit à penser que voilà, il faut être très vigilant et que les déficits, le déficit 2030 pourrait être supérieur si les choses se passaient moins bien que escompté dans les hypothèses que j'ai citées. Sur la solidarité à la source,
Est-ce que ça conduit à des économies ou à des dépenses supplémentaires? Nous espérons que ça conduira à des économies. En tout cas, ça conduira, et c'est un objectif, à une plus grande pertinence de l'allocation de prestations. Ça permettra aussi, donc, on parlait des 20% de rappel tout à l'heure, voilà, d'éviter à un certain nombre de ménages qui en ont des droits et qui peut-être l'ignorent, éviter de passer au travers de dispositifs auxquels ils ont droit. Mais ce surcroît, entre guillemets, de dépenses occasionnées par les personnes qui recevraient des prestations auxquelles elles ont droit et auxquelles elles n'ont pas fait appel jusqu'à présent serait, semble-t-il, largement compensé par le fait qu'on gagnerait nettement en gestion et en temps de gestion. Sur les textes d'application qui sont en retard, oui, nous le constatons, nous le regrettons. Nous n'avons pas d'explication et nous espérons que notre message sur ce sujet, notamment aux sénateurs et sénatrices que vous êtes, comme nous l'avons fait passer aussi à l'Assemblée nationale, aura peut-être des effets accélérateurs dans la prise des décrets que nous attendons. Sur la question de la fraude, alors effectivement, on confirme ce chiffre de 6 à 8 milliards. Nous confirmons aussi le chiffre que nous avions donné sur la fraude aux cotisations, d'environ 8 milliards d'euros également. Donc le chiffre que vous avez avancé d'un total compris entre 12 et 16 milliards d'euros est confirmé à ce stade, sachant que nous n'avons pas réinstruit la question de la fraude aux cotisations. On y reviendra, mais depuis le dernier rapport. Qu'il y ait un problème de méthode, c'est certain, même si nous soulignons les progrès qui ont été faits, et notamment les caisses dotent d'outils informatiques permettant d'identifier mieux les profils a priori des fraudeurs de manière à aller porter leur contrôle essentiellement sur ces profils, comme le data mining ou d'autres choses de ce genre. Un problème de moyens, je l'ai évoqué tout à l'heure, des moyens humains et des moyens informatiques. Et oui, la fraude aux cotisations, je l'ai évoqué. Et le ciblage a priori des contrôles qui devrait permettre, là aussi, les moyens qui sont consacrés à la fraude aujourd'hui pourraient être... avec la prise en compte dans les systèmes d'information d'un certain nombre d'éléments bloquants ou d'éléments permettant de repérer mieux les fraudeurs en amont, on économise là aussi des moyens qui peuvent être redéployés sur le contrôle a posteriori qui reste absolument indispensable, qu'il s'agisse de la maladie, notamment quand il faut aller regarder dans les dossiers médicaux, parce que voilà, seuls les médecins assermentés de la caisse d'assurance maladie peuvent le faire, ou qu'il s'agisse de prestations distribuées par les caisses d'allocation familiale, puisque là, ça demande aussi des contrôles de terrain très chronophages. Sur la T2A, alors effectivement, ça n'est qu'une partie des recettes des hôpitaux. On a à côté, vous l'avez cité, toutes les dotations, les MIGAC, le FIR, etc. Pour autant, ces 60 à 70% que représente la T2A sont évidemment essentiels. Alors, vous posez la question sur la T2A de savoir si elle a finalement, si c'est elle qui est consubstantiellement complexe ou si c'est son utilisation qui l'a rendu complexe. Alors c'est un peu des deux sans doute, mais c'est vrai qu'on a fait jouer un outil initialement conçu comme un outil de tarification d'autres rôles, et notamment un rôle en matière de codage et donc de connaissance de l'activité médicale hospitalière, qui est extrêmement précieuse au demeurant. Et notre crainte d'ailleurs, si la T2A venait à disparaître totalement, ce que nous n'espérons pas, parce que nous pensons qu'elle a un certain nombre de vertus, serait de perdre justement ce système d'information hospitalier qui est à nul autre pareil et qui nous permet d'avoir une vision panoramique de ce qui se passe en France de manière extrêmement détaillée et d'avoir une vision sur la santé publique et avoir des politiques épidémiologiques voilà, en rapport avec cette information extrêmement riche et extrêmement détaillée.
Sur les investissements immobiliers, bon, c'est une question politique à laquelle la Cour n'a pas à répondre, et donc je n'y répondrai pas. Voilà, écoutez, merci beaucoup, Madame la Présidente, pour toutes ces informations et les réponses aux questions. Et on attend en effet avec impatience les rapports dont vous nous avez parlé, que ce soit l'AT2A, l'hôpital. Il y a beaucoup de rapports très intéressants et qui complètent les travaux qu'on a pu faire au sein de la Commission des affaires sociales entre la commission d'enquête sur l'hôpital et ses préconisations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, et Madame messieurs la Présidente. les... Merci beaucoup. rapporteurs.